Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 21 novembre 2022. Alors on fait un point sur la situation, un point sur le contexte de marché avec des indices européens qui ont encore une fois clôturé en hausse vendredi et donc un DAX qui gagne plus de 1% grâce notamment aux hausses des actions, des services publics et de l'énergie. Alors ça fait quand même une hausse de 1% en hebdomadaire pour le DAX qui enchaîne les hausses hebdomadaires consécutives. Alors à Wall Street, on a eu des premières hausses en début de séance, des hausses qui ont été effacées parce que l'optimisme concernant les résultats de l'entreprise a été effacé, si je puis dire, par les inquiétudes persistantes concernant un ralentissement. Un ralentissement économique provoqué par la Réserve fédérale américaine. Alors Collins a déclaré qu'une hausse des taux de 75 points de base restait sur la table et il a souligné que la Banque centrale américaine devra très probablement augmenter encore les taux d'intérêt. Et d'ailleurs, on attend mercredi la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Ça devrait nous apporter des éclairages supplémentaires sur le niveau auquel les responsables de la Banque centrale envisagent de relever leur taux d'intérêt. Alors, ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que la semaine sera courte, la semaine de trading, parce qu'il y aura Thanksgiving en fin de semaine, donc les marchés américains seront fermés jeudi et vendredi, donc pas d'opérateurs américains, on peut s'attendre à une faible volatilité en fin de semaine. Alors on notera tout de même que les marchés à terme estiment qu'il y a 80% de chances de voir une hausse de 50 points de base en décembre et un taux terminal, un pic à 5%, voire 5,25% qui sera atteint en juillet. Donc voilà pour la politique monétaire qui continue d'attirer l'attention. Il y a autre chose qui attire l'attention, c'est la Chine et sa politique zéro Covid. On va en parler à la fin, mais d'abord sur le front des données, parce qu'on a pris connaissance de certaines données, notamment les ventes de maisons existantes qui ont baissé pour le 9e mois consécutif. Et donc c'était légèrement au-dessus des estimations du marché, mais c'est tout de même une baisse continue des ventes de maisons existantes. C'est également la publication la plus basse depuis décembre 2011, donc cela a renforcé les craintes, et c'est ce qu'on disait au début, justement, cette politique de la Réserve fédérale américaine qui devrait donc provoquer un ralentissement, et ce sont ces craintes-là qui ont freiné les opérateurs vendredi après-midi. Alors le pétrole, et on va venir justement à la Chine, on a eu une baisse considérable des prix du pétrole. Vous voyez, on est passé sous les 80 $ le baril pour le WTI, on allait tester les 87 $ le baril pour le Brent de la mer du Nord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine aurait demandé vendredi aux Saoudiens d'expédier moins de brut en décembre. Alors ça montre que le ralentissement de la demande de pétrole brut en provenance de Chine continue de s'affaiblir, et d'un autre côté, l'Union européenne prévoit de fixer un plafond pour les prix du pétrole russe mercredi, donc dans 3 jours. Alors, un mot sur la Chine tout de même, parce qu'il y a des grandes villes chinoises plusieurs grandes villes chinoises qui ont enregistré donc une nouvelle augmentation des cas de Covid, et donc les autorités ont été forcées d'instaurer à nouveau des restrictions sanitaires, notamment à Pékin. Donc le quartier le plus peuplé est complètement confiné. Les habitants de ce quartier n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Au cours du week-end, 3 personnes sont décédées des suites du Covid à Pékin, alors que la Chine n'avait pas comptabilisé de décès depuis fin mai. Donc autant vous dire que la fin de la politique zéro Covid, ce n'est pas pour demain malheureusement, et c'est ce qui vient souffler un vent glacial un petit peu sur les marchés, notamment sur le pétrole qui se replie, le pétrole qui dépend énormément de la demande en provenance de Chine. Donc cela alimente aussi les craintes d'une récession mondiale. Donc ça n'impacte pas seulement le pétrole, ça impacte tous les marchés, et ça vient concrétiser le scénario d'une récession, et ça pèse clairement sur les prix du pétrole brut. Donc voilà pour le contexte de marché. Alors dans un tel contexte, on a un DAX qui est collé à une résistance, celle qu'on a abordée la dernière fois, la borne inférieure de cette figure en broadening pattern, en biseau d'élargissement. Vous voyez, le DAX a complètement marqué le pas, beaucoup d'incertitudes, c'est ce que l'on peut déduire de ces mèches, de ces longues mèches supérieures et inférieures, et donc je m'attends à ce que les vendeurs reprennent la main. 14 400 points, visiblement, c'est la résistance que le DAX tente de franchir, ce qui lui permettrait de se hisser au-dessus de ce niveau-là et donc de prolonger sa hausse.
mais il n'y a pas eu de catalyseur qui a permis au DAX de faire cela. Donc, c'est un niveau parfait pour les vendeurs pour reprendre la main et pour ramener les prix aux alentours des 13 000, aux alentours des 14 000. Hein. Déjà, on a ce seuil psychologique à 14 000 points avant d'aller chercher ce niveau-là. D'un point de vue H4, pas grand-chose. Hein. On est au-dessus de tout élément. On passe directement sur les indices américains. Vous voyez le Nasdaq qui s'affaiblit à l'intérieur même de son nuage. Donc il n'y a pas eu de catalyseur, encore une fois, suffisamment puissant pour permettre au Nasdaq de franchir le nuage, et plus particulièrement notre lagging span a refusé de franchir la Kijun. Il est en train de l'allonger, vous voyez, hein, donc on va peut-être avoir une nouvelle tentative de cassure aujourd'hui, mais en tout cas, cet échec de la lagging span pousse les prix à la baisse. Aux alentours des 11 600, et donc ici on a même une mèche basse à 11 553. Donc pas de catalyseur également pour le Nasdaq, et une lagging span qui refuse de franchir la Kijun et qui entraîne les prix en repli, parce que si on franchit la Kijun, on a quand même pas mal de marge de manœuvre avant que la lagging span atteigne le nuage, et avant même que les cours atteignent la moyenne mobile à 200 périodes. Hein, parce que même si on franchit le nuage, on a ce niveau, ce sera le dernier rempart avant une éventuelle hausse beaucoup plus conséquente en direction des 13 385 ici. Donc pour le moment, ce scénario, on en est bien loin. Il faut sortir du nuage pour espérer s'attaquer à la moyenne mobile 200. En H4, ça ne nous donne pas plus d'informations. Concernant le S&P 500, le S&P 500 lui est sorti du nuage par le haut. La lagging span a refusé de l'intégrer. Hein, il y a toujours cette histoire de lagging span, hein, visiblement, que ce soit pour le Nasdaq ou le S&P 500. Et donc, on a réagi au trou d'air. On a réagi au trou d'air, et le support est représenté par le seuil psychologique des 3900 points. Et la résistance, c'est la moyenne mobile 200. Donc on est en range, tant qu'on est entre la moyenne mobile 200 et donc les 3900 points, il n'y a rien à faire. Si on passe sous les 3900 points, il y aura éventuellement quelques points à aller chercher avant de rencontrer la Kijun, même si d'un point de vue théorique, je vous le rappelle, on ne traite pas lorsque l'on est dans le nuage. Cela veut dire que les prix sont à l'équilibre, mais en données H4, hein, ça se matérialisera bien par une opportunité, parce qu'on aurait éventuellement une traversée de nuages et pourquoi pas une sortie par le bas. Alors le Dow Jones, temporise, hein, vous voyez, il est, tant qu'on est entre ces deux niveaux, il n'y a rien à faire. Il faut attendre une cassure des 34 280 pour envisager une étendue de la hausse. Et on a un beau palier ici à 34 915 environ, dernier rempart avant le sommet intermédiaire des 35 430. Et si on casse donc ce niveau, le seuil psychologique des 33 000 points, dans ce cas-là, je pense qu'on irait bien plus loin que la Kijun. On pourrait aller aux 31 480 points, 31 500 points. Donc, on a les deux bornes, et la cassure d'une de ces deux bornes nous donnera un signal clair. En données H4, pas grand-chose, peut-être un nuage en support. On passe sur les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, hein, comme vous l'avez vu, il y a une réelle contagion à l'heure actuelle. On a des flux records vers l'exchange Binance. Ça fait peur, pourquoi? Parce que lorsqu'on a des afflux de capitaux de crypto-monnaies vers les exchanges, habituellement, ce sont des investisseurs qui sortent leurs crypto-monnaies de leur clé USB, de ce qu'on appelle cold storage, pour aller les convertir en euros ou en dollars sur un exchange. Donc c'est ce que ça veut dire habituellement. Mais cette fois-ci, vu qu'il y a une crise de confiance, une crise de liquidité parmi les exchanges, cela pourrait dire aussi que les investisseurs sont en train de bouger leur crypto-monnaie d'un exchange vers Binance, parce que Binance aujourd'hui, on a plus confiance en Binance. On a vu les réserves de l'exchange, des réserves qui sont considérables. Donc cet afflux de crypto-monnaies vers l'exchange Binance est peut-être dû à cette confiance qu'ont les investisseurs aujourd'hui auprès de l'exchange. Donc ça reste, ça ne veut pas dire obligatoirement que des investisseurs de long terme sont sur le point de se débarrasser de leur crypto-monnaie. C'est peut-être que Binance attire les investisseurs dans ce contexte de crise de liquidité.
Donc à suivre en tout cas. Le Bitcoin perd du terrain, il est aux alentours des 16 000 $, comme on peut le voir en journalier, très proche des creux à 15 700 $. Et ici, donc, ce n'est pas rassurant. Ce nuage extrêmement épais. Alors il ne faut pas que le Bitcoin cède, il faut que le Bitcoin tienne bon jusqu'à la fin de semaine. Ce sera beaucoup plus simple de traverser le nuage avec ce twist à ce niveau-là. Donc à voir. Les 2 prochains jours, il y aura un risque énorme de voir une nouvelle mèche basse, de voir un nouveau creux sur les crypto-monnaies, donc sur le Bitcoin. Si tout se passe bien, jeudi, ce sera beaucoup plus simple de venir s'installer au-dessus des 17 000 $ et essayer donc d'effacer les baisses considérables que l'on a vues depuis ce scandale FTX. L'Ether, alors l'Ether aussi est vraiment au bord du gouffre technique. On était très bien lancé, on avait cassé la borne supérieure de la figure, on s'attaquait à la moyenne mobile à 200 périodes et la cassure de cette moyenne mobile nous aurait permis d'aller chercher l'objectif théorique. On fait un petit point sur l'Ether. Mais scandale FTX, d'abord les annonces de Binance qui se débarrasse de ces tokens FTT, ce qui a jeté un coup de froid sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite, le scandale, l'affaire FTX telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous voyez, on a réintégré la figure, on en ressort. Et là, on est vraiment en train de se stabiliser sur la figure. On tente de ne pas la réintégrer. Donc, soit on la réintègre, et là, on passe sous les 1000 $. Pour l'Ether, c'est pour aller chercher les 900 $ minimum. Soit on se redresse, et on profite de ce trou d'air pour aller se rapprocher de la moyenne mobile 200, parce que le grand rendez-vous, ce sera la moyenne mobile 200. Et d'un point de vue H4, comme on le voit ici, on a du mal à se maintenir à l'équilibre. Le nuage est beaucoup moins alarmant, on a une possibilité de passage très prochainement, mais bon, visiblement, si on traverse le nuage, ce sera soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, on sera beaucoup plus bas, on aura marqué un nouveau creux. Donc voilà pour l'Ether. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui avait bien progressé dernièrement et qui est en train de se replier face à la reprise du dollar américain. Alors ici, on avait parlé de cet objectif intermédiaire parce que souvenez-vous, on a un double creux de court terme, cassure de ligne de coup, donc signal d'achat, avec une traversée du nuage en plus, donc signal d'achat Ishimoku qui a même été validé dans la foulée. Mais on a cet objectif intermédiaire, ce palier d'SSB. Je vous rappelle que les paliers d'SSB sont des niveaux de support et de résistance. Ça vous permet d'avoir des niveaux qui vont compter dans le futur. Ici, par exemple, ce sera un palier. Si l'or continue de progresser, on sait qu'à 1890, il y aura une résistance. Donc c'est très intéressant de travailler comme ça vous permet d'avoir les différents niveaux. Vous voyez ici, il y a un autre palier d'SSB à 1923. Ça a très bien fonctionné ici et ça a permis aux vendeurs de reprendre la main avant qu'on atteigne l'objectif théorique à 1824 $ l'once. Trou d'air, donc on répond au trou d'air et on se replie à l'heure actuelle. Le dollar américain se renforce, j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt de s'affaiblir à nouveau, donc on va peut-être aller chercher les 1722 $ l'once ici avant éventuellement de redémarrer. En tout cas, pour le moment, les perspectives sont baissières à très court terme et peut-être qu'un test des 1722 serait un bon point d'entrée parce que c'est un pullback vers la ligne de coup de la figure en double creux. Et donc, si on rebondit sur ce niveau-là, c'est éventuellement pour aller casser les 1780 et éventuellement pour aller chercher l'objectif théorique, ce qui serait très intéressant. Et on va se concentrer sur ce scénario. Donc, en cas de reprise du billet vert, et donc de poursuite baissière du gold, on a parlé d'un pullback sur la ligne de coup et d'un éventuel rebond. Et ce qui est encore plus intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on aurait une très belle projection d'Osoda ici, qui nous donnera même un autre objectif beaucoup plus éloigné. Donc autant vous dire que si ce scénario venait à se matérialiser, c'est extrêmement simple. On a déjà tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'on a l'objectif théorique à 1824, on a différentes résistances, donc ce sera des take profit, ce seront des objectifs dans le trade, et on a un objectif terminal à 1957 qui nous est issu des projections d'Osoda, donc une projection E ici. Donc ça pourrait être extrêmement intéressant pour ceux qui ont raté le gold à la cassure de la ligne de coup.
Ça pourrait être une seconde chance avec un pullback à 1722. Donc à voir, hein, on pourrait même rebondir avant, ou on pourrait casser les 1722 et aller s'écrouler pour aller chercher ici ces niveaux, les niveaux des 1670 dollars l'once. Hein. Ce n'est qu'une hypothèse technique, mais une hypothèse très probable, et ce serait donc la plus favorable pour une entrée en position à l'achat avec des take profits en route, et donc un objectif très clair, objectif théorique du double creux et la projection de Soda E. Alors à garder en tête aussi, le silver s'est aussi replié, donc ici le gold s'est replié au contact de ce palier d'SSB, le silver lui au contact d'une moyenne mobile. Hein, vous voyez, c'est une moyenne mobile simple à 200 périodes, et c'est ici que les vendeurs ont repris la main. On était sur le point d'aller chercher l'oblique baissière qui relie les récents sommets, et la cassure de ce niveau-là, c'est un signal aussi. Donc à suivre, hein, aussi ce que va nous faire le silver. Il y a une marge à la baisse, hein, de la même manière que pour le gold. Pour le silver, ça irait jusqu'à la Kijun à 20.22 environ. Pétrole WTI, vous voyez la baisse, donc on avait deux scénarios, deux niveaux. C'est ce niveau qui a été cassé, donc le scénario baissier en direction des 79,30 s'est déployé. Ça a permis de finaliser la projection d'Osoda V. Hein, vous voyez, on l'a surpassé, on revient, on reteste à nouveau. Donc bon, si on passe en dessous, c'est pour aller chercher les 76, 75, et c'est la Chine qui sera surveillée de très près dans ce contexte-là, mais le marché pétrolier reste extrêmement incertain. Hein. Vous voyez comme on navigue à vue en Good Morning Market. Hein, je vous rappelle que précédemment, on avait un biais haussier au vu des données. On s'attendait à une fin de la politique zéro Covid. Et donc là, on avait d'autres objectifs. Hein. On envisageait même les 106,16 $. Alors, c'est plus du tout d'actualité. Cette projection a été invalidée depuis qu'on a cassé le point C. Hein, donc, ce niveau-là. Donc, je la retire à présent. Donc, comme je l'ai dit, on navigue à vue, on attend que quelque chose se construise ou d'avoir plus d'éléments fondamentaux. En données H1, hein, vous voyez, on allait marquer un creux, on tente de retrouver des couleurs, on a quand même pas mal de marge en vue d'une reprise. Alors, gaz naturel, c'est très intéressant. Bon, visiblement, c'est vendeur à court terme. Vous voyez ici, beau gap haussier, on se stabilise sur une oblique baissière qui relie les récents sommets, et plus particulièrement le sommet de la tête et de l'épaule droite de la figure en ETE. Hein. On avait un objectif théorique ici, et on avait une projection d'Osoda là, à ce niveau-là. Projection d'Osoda, vous voyez qu'on a franchi par un gap de rupture. Hein. Il nous a fallu un gap pour passer au-dessus, même ici. À voir. Donc à garder en tête, c'est un niveau extrêmement important. Et ça nous a téléporté sur l'oblique baissière, mais on ne la franchit pas, et en plus de ça, elle est renforcée par nuage. Donc je ne vois pas de hausse pour le moment. En tout cas, d'un point de vue technique, il faudrait vraiment un catalyseur, une vague de froid sans précédent aux États-Unis pour permettre la traversée du nuage. Donc excellent point de vente ici pour aller chercher ce niveau, les 6.360, ensuite la Kijun, voire même ce creux-là, pour contourner le nuage et pour peut-être construire un socle, le socle pour un prochain rallye en début d'année prochaine en cas de vague de froid. Mais pour le moment, je vois bien le gaz naturel consolidé à ce niveau entre les 5.600 et les 6.100 environ afin de contourner le nuage. Et ici, excellent point pour les vendeurs pour reprendre la main, pour aller chercher ce niveau-là, 6.360, pour aller chercher ensuite la Kijun à 6.213, avant de se replier en direction des 5.617. Encore un autre scénario technique à vérifier. Alors, pas grand-chose sur le blé, même si on a une très belle projection ici d'Osoda, mais bon, on attend un signal clair. Sur le maïs, rien de nouveau à l'horizon. Le marché d'échange, reprise du biais vert, une reprise qui me semble pérenne à première vue. Pourquoi ? Alors, donc déjà, on avait eu un signal de vente validé par la lagging span, on a marqué un creux, on se reprend, et ici, c'est beaucoup plus visible en données H1, vous voyez, et on pourrait aller chercher ce niveau-là, les 109, hein, au vu de cette figure ici. On a construit quelque chose avant qu'il y ait un retournement. On casse la ligne de coup, et on va chercher ici ce niveau aux portes de la Kijun journalière, ce qui donc pèserait fortement sur l'euro-dollar, ce qui pèse d'ailleurs sur l'euro-dollar, et en cas de cassure des 1,0190, c'est direction les 1,009. Donc, on invalide la cassure de l'oblique baissière. C'était un réel signal
Mais finalement, ce n'était qu'un bull trap, hein, pour le moment en tout cas. S'il y a clôture sous l'oblique baissière, ça redevient baissier. Pour le moment, on n'a pas clôture, ça pourrait être simplement un pullback, mais s'il y a clôture, ce sera un bull trap, un piège haussier que nous a fourni l'euro-dollar. Donc à suivre, on sera fixé très prochainement, avant la fin de semaine, on sera fixé aussi sur le pétrole et sur les indices, hein, on l'a vu, c'est plutôt mitigé, il y a pas mal d'indécisions, et donc c'est en attente de catalyseurs haussiers ou baissiers. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre attention. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain, sans faute, pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.